Alors, bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous ce soir pour ce premier épisode de la série qu'on vous propose sur une année autour de la bataille de l'attention. Nous sommes ici ce soir à l'école de guerre économique et donc un grand merci à Christian Arbulot, son fondateur, pour nous accueillir, et à Thibaut Renard, qui est expert en IE, expert cybercercle et qui nous aide à organiser cette série sur une année. Voilà, moi, je suis Christophe Leparc, le fondateur d'Adesidé, une agence conseil en marketing RH, et du club Décidé RH, un club RH agitateur d'idées. Après avoir organisé 6 colloques autour de l'intelligence économique et des ressources humaines, on a décidé de prendre un petit virage pour aller sur la captologie et la bataille de l'attention, qui sont des sujets très, très intéressants en tant que marketeur et en tant qu'observateur des courants qui se trament autour des sujets sociétaux et donc forcément des sujets du travail. Il y a un débat en fait autour de cette problématique de l'attention. Il y a un peu deux écoles. Il y a l'école de ceux qui disent que depuis la nuit des temps, l'attention c'est une bataille et que, après tout, le premier être vivant qui veut se reproduire, la première chose qu'il cherche à faire, c'est capter l'attention du sexe opposé s'il n'est pas là à se démultiplier. Si vous vous intéressez aux premières batailles militaires, vous faites de la déception, vous ne faites jamais qu'attirer l'attention de votre adversaire là où il ne devrait pas aller. Donc ces problématiques, elles existent, même quand on parle de persuasion, de bataille, elles existent quasiment depuis la nuit des temps. Donc quoi de neuf? Et puis il y a l'autre école qui dit plutôt non, les temps ont changé car il y a la technologie. La technologie s'est emparée de nos esprits. Donc c'est ce dont Christophe parlait, c'est la fameuse captologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, grâce aux neurosciences, grâce à l'exploitation de ce qu'on appelle les technologies persuasives, ce ne sont pas nous qui persuadons les gens, mais carrément les outils qui nous persuadent. Et donc, on a changé de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, l'outil, un peu comme dans un film de science-fiction, a le contrôle de l'attention des personnes. Et aujourd'hui, on ne peut pas ignorer le fait qu'on se promène dans la rue, tout le monde a l'œil rivé sur son écran, en réunion, en cours, etc. Il y a quasiment une symbiose entre les personnes et leurs outils, leurs applications qu'on ne peut pas considérer. On ne peut pas dire qu'avant, c'était déjà comme ça. Donc, il y a un vrai changement. L'intelligence économique dans tout ça, c'est assez particulier parce que quand on creuse un peu les écrits de l'intelligence économique, qu'est-ce qu'on découvre? On découvre des personnes qui ont parlé de guerre cognitive il y a cela 20 ans, qui ont parlé de rapport du faible au fort dans des contextes de guerre de l'information, qui, dès l'émergence du net, ont expliqué qu'on pouvait déstabiliser l'adversaire en diffusant de l'information sur lui et en le privant des capacités de se défendre. Bref, l'intelligence économique est en avance de phase sur ces questions de bataille de l'attention. Elle a un regard qui n'est pas de l'ordre de la technologie, mais de l'ordre de la grille de lecture. Et donc, c'était important pour nous, sans doute la personne qui a le plus travaillé sur ces notions de grille de lecture, soit là ce soir et fasse à la fois la transition avec cette période des colloques IERH, intelligence économique, mais montre que l'intelligence économique a une vraie valeur ajoutée, une vraie grille de lecture à apporter, qui s'affranchit des simples questions de dépendance aux écrans, des questions purement technologiques, mais une vision différenciante et de valeur ajoutée. C'est vrai que l'attention est très très ancienne, mais en fait, dans la structuration de l'économie, la structuration de l'économie de marché, pour être précis, il y a quand même une histoire, il y a un fil conducteur. Et je vais revenir quand même sur ce fil conducteur, parce que vous qui êtes dans les ressources humaines, donc intégré à une dimension de l'organisation de l'entreprise, c'est important quand même de situer ce fil. Alors moi, je l'ai situé de la manière suivante. La première idée que je voulais un peu développer, c'est dans ce que j'appellerais l'attention au niveau du chef, du décideur, de celui qui décide de la prendre en compte, sur quoi elle a porté. Et par la grille de lecture d'intelligence économique, en fait, on s'est rendu compte qu'à la fin du 19e siècle, et je remonte loin, mais c'est utile, je pense, l'attention du décideur, l'attention du chef, elle portait sur deux éléments essentiels. Le premier, bien entendu, ça ne vous étonnera pas, c'est ce qui concerne le marché.
Et sous l'angle le plus précis de l'intelligence économique, on a vu apparaître l'usage de l'information utile pour un chef d'entreprise à travers ce qu'on a appelé en fait tout simplement le recouvrement de créances, c'est-à-dire j'ai fait un contrat pour quelqu'un, mais il ne me paie pas. Première attention, se faire payer. Priorité absolue pour un chef d'entreprise. Deuxième attention, entre guillemets moins anecdotique, mais faut parler d'anecdote, le contrôle. Et là, ça c'est un point très très important. Pourquoi? Parce que le décideur, que ce soit le décideur d'une grande manufacture, on parle de la fin du 19e, ou même des décideurs intermédiaires, ce qui les a fortement préoccupés à ce moment-là, c'était que l'entreprise tourne, qu'elle ne s'arrête pas, donc qu'elle ne tombe pas en grève. Donc comment mesurer le risque qu'une entreprise s'arrête? Et l'attention principale du patron, du dirigeant de manufacture, de la famille possédant un bien industriel, c'était de se concentrer sur comment faire en sorte que l'entreprise ne soit pas bloquée par une grève. Et pourquoi je dis ça? Parce que derrière ça, il y a une certaine théorie de la valeur de l'information. C'est-à-dire qu'au niveau des décideurs, cette forme de réalisme s'est traduite par deux théories de la valeur. Une qui était la théorie de la valeur immédiate liée au marché, c'est-à-dire je veux récupérer mon argent, et là je vais peut-être me donner les moyens de le récupérer, et l'autre qui était beaucoup plus liée au fonctionnement même de l'entreprise. Et alors en fait, et là les ressources humaines vont très vite être plus ou moins proches de cette obligation, c'est comment elle va tourner cette entreprise pour qu'elle ne s'arrête pas. Alors, ça m'amène à la deuxième idée que j'ai envie de développer devant vous ce soir, c'est la problématique du commandement, c'est-à-dire attention et commandement. En intelligence économique, on a été très vite confronté à une évidence qui ne nous a pas forcément fait plaisir. L'information, c'est le pouvoir. Donc, l'information, c'est, je parle en France, hein, il n'y a pas qu'en France, mais en France en particulier. Donc, l'information ne se partage pas. Donc, qui dit l'information, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le chef, qui est déjà conditionné par cette espèce de fil conducteur dont je viens de parler, il est conditionné par cet élément-là, qui est un élément très, très, très important. La perception du pouvoir. Donc, la perception du pouvoir, quand on va voir apparaître le développement de la société de l'information, ce pouvoir va être très fortement conditionné par l'audimat. Comment suis-je vu? Donc, toute une partie de l'ingénierie informationnelle qui va être créée au sein de l'entreprise, les fameuses revues de presse, je vois encore qu'elles jouent un rôle très très important, c'est la manière dont le chef d'entreprise veut appréhender par l'attention qu'il prête aux médias, comment il est vu par les autres, comment il est vu par ses concurrents, par ricochet dans les témoignages de journalistes ou les interviews de chefs d'entreprise, mais voire plus loin, comment il est vu par des populations beaucoup plus larges. Donc ce troisième élément-là, l'élément financier, l'élément du contrôle et l'élément du pouvoir personnel et sa manière de se vivre en miroir, en effet miroir, ça va jouer un rôle très très important. Mais toujours est-il que, pourquoi je m'attarde de fond sur ce cas-là, c'est qu'il a cristallisé l'importance de 1. L'information est centrée sur l'individu chef. 2. On est capable d'avoir une attention complètement orientée sur la prise de décision du chef et malheureusement de pas en sortir. Et avec des conséquences très lourdes. Hein. Rappelez-vous l'affaire Clearstream, je ne vais pas revenir dessus, mais c'est un télescopage avec le monde politique. C'est pas n'importe quoi. Hein. Si vous allez sur le net, où il y a un journaliste de l'Express qui a très très bien synthétisé l'affaire Gomers contre Lagardère et qui est revenu ensuite sur la queue de comète et la vengeance liée à l'affaire Clearstream. Donc il y a vraiment, selon moi, un problème très très important
de définition quelles ressources humaines aujourd'hui dans la société de l'information en pleine mutation, avec ce monde en désordre qui est en train de se structurer, et non pas un monde qui s'ordonne, avec des cultures où les règles ne seront pas les mêmes, et ça c'est déjà l'évidence. Comment on fait? Qui fait le job? Ma conclusion, elle est très simple, c'est que si on en reste à la vision autocentrée du monde de l'entreprise, à la française, avec ce pouvoir, l'information c'est le pouvoir. Mais cette information-là, malheureusement, même si on est dans des logiques à court terme, elle peut être très brûlante. Elle peut brûler plus que les doigts. Elle peut brûler l'image d'un PDG ou d'une PDGA. Elle peut brûler l'image d'une entreprise et avoir des conséquences très durables. Il est normal, je pense, que dans le monde des ressources humaines, on s'interroge sur ces questions. Parce que le monde des ressources humaines ne pourra pas être dans la défausse. Et à bien un moment, peut-être tombera la question, mais j'ai besoin de quelqu'un, où vais-je le trouver? Voilà. Merci Christian. Et alors, est-ce que je peux me permettre une question de par ton expérience et sur l'intelligence économique pour vis-à-vis des directions ressources humaines, voilà, est-ce qu'il y a des outils, des grilles de lecture simples qu'ils peuvent utiliser pour mieux appréhender cette captation de l'attention et leur environnement? Dans le monde des sciences humaines, je parle de la société de l'information, les premiers que j'ai vu bouger, c'est les cabinets de chasseurs de tête, qui comprenaient qu'à cause de l'avalanche de technologies de l'information qui allait arriver, leur méthode de travail allait changer. Alors, je vous rappelle deux petites questions pour la fin. La première, est-ce que tu penses que, en fait, vous savez qu'en France, on a un peu toujours tendance à s'approprier les choses avec un temps de retard. Est-ce qu'on ne va pas basculer en fait d'un paradigme l'information c'est le pouvoir à l'attention c'est le pouvoir? Peu importe finalement la nature même de l'information, si je veux avoir pouvoir sur quelqu'un, il faut que je prenne le contrôle de son attention. Première question, est-ce que tu penses qu'on va basculer dans de manière maladroite dans cette nouvelle méthode de faire? C'est vrai qu'en intelligence économique, on fustige un peu souvent, même trop souvent, la naïveté du décideur. Et je trouve que nous-mêmes, on a été assez naïfs pendant très longtemps, puisqu'on était dans ce postulat un peu issu du cycle d'une version un peu simplifiée de l'IE, qui était la bonne information au bon moment pour la bonne personne pour prendre la bonne décision. Or, force est de constater que les situations où les bonnes personnes ont la bonne information, ces personnes-là ne prennent pas la bonne décision. Et peut-être qu'on a aussi, je pense, tu vas nous dire comment tu vois ça, mais on a eu cette forme de naïveté de penser que finalement la valeur venait de l'information en elle-même et que cette valeur allait générer naturellement l'attention du décideur et que naturellement, mais les décideurs, mais aussi tout le monde, les citoyens, à partir du moment où ils avaient la bonne information, ils allaient prendre les bonnes décisions. Et bizarrement, ça ne marche pas du tout comme ça. Alors, première question, oui, on est déjà en train de basculer. C'est-à-dire que là où je trouve que c'est très grave, c'est que je vois un certain nombre de groupes qui prennent des positions pour aller dans le sens du vent parce que des acteurs de la société civile les stigmatisent, sans chercher à faire la part des choses et sans chercher parfois à les contrer parce que ces stigmatiseurs racontent n'importe quoi. Là, il y a un vrai problème et je dis attention, regardez la pandémie de la Covid-19 fait apparaître une très très grosse brèche dans le discours scientifique qui n'est plus unifié. Donc je vous laisse, vous êtes tous et toutes témoins de ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire l'incertitude, le fait de ne plus croire personne, etc. Mais des brèches comme ça, il peut en apparaître d'autres. Et c'est là où, si la seule réponse est de caresser la bête dans le sens du poil, c'est-à-dire en fait tous les systèmes de stakeholders, de groupes de pression moralisateurs avec des messages dont on ne cherche même pas à décrypter s'il y a derrière un enjeu stratégique orchestré pour vous affaiblir, là on est malheureusement, on risque d'être dans le grand n'importe quoi. Donc ce phénomène bascule, oui, c'est un très grand risque parce que c'est la solution la plus simple. Et on voit bien que déjà, au niveau de l'Union européenne, etc., il y a des groupes qui préfèrent dialoguer avec des détracteurs
Alors les plus malins, c'est pour les mettre dans leur poche, mais les moins malins, c'est pour être complètement soumis à une certaine parole extérieure, avec toutes les conséquences qui peuvent être très néfastes. Donc là, il y a un problème. La deuxième question, moi je crois effectivement que c'est pour ça que j'insiste énormément sur la mutation de l'organisation de l'entreprise. Le chef qui sait tout, c'est fini. Je pense qu'on a bien compris que, en plus, si c'est tout à court terme, alors qu'aujourd'hui on est face à des chefs ailleurs qui travaillent à moyen long terme, deux modes de pensée avec des logiques de résultats complètement différentes et des modes d'organisation complètement différents, comment on fait? Donc je crois qu'il est important qu'il y ait une concertation. Qu'il y ait une concertation lucide, c'est-à-dire on ne va pas renverser la table, on est dans un pays ultra-conservateur, donc il faut que ça avance progressivement, mais là, le premier point d'avancée, c'est que dans le monde des RH, on ouvre plus pour s'interroger sur certaines questions. On ne se réfugie pas dans les solutions de confort du métier, des différentes déclinaisons du métier, et on s'arrête là. Je pense que la fonction RH est la très très grande importance parce qu'elle voit toute l'irrigation vivante du monde interne de l'entreprise. Donc, elle voit beaucoup mieux que d'autres, en principe, ce qui se passe à l'intérieur. Seulement, si cette richesse d'observation, elle ne se traduit pas par des ouvertures d'esprit, par des débats différents, on restera. Donald Trump, il est vraiment l'exemple, on va rebondir là-dessus, il est vraiment l'exemple de ce déni qu'on a eu pendant très longtemps de la montée en puissance de cette économie de l'attention. Donald Trump, il est de l'école de la télé-réalité. C'est-à-dire que pendant des années, on a vu sous nos yeux, quand même, à la télé, pas pour ceux qui regardaient la télé-réalité en tout cas, on a vu se développer une école de l'attention, parce que c'est ça la télé-réalité. C'est 10 personnes qui sont en guerre permanente pour capter l'attention du public et pas se faire éliminer. Et en fait, qu'est-ce que ça a généré, cette école un peu en direct de guerre de l'attention? Ça a généré Donald Trump. C'est-à-dire que Donald Trump, on en pense ce qu'on en veut, mais quand il s'est présenté à la présidentielle américaine, il avait un capital attentionnel de plusieurs dizaines de millions de personnes et qui le voyaient chaque semaine avec son émission, là, c'était The Apprentice, je crois. Les gens étaient habitués à le voir et à la rigueur, peu importe le contenu de son message, ça a joué évidemment, mais quand vous avez déjà 30 à 40 millions de personnes qui sont habituées à vous entendre chaque semaine, vous avez fructifié un capital attentionnel et après, les gens à la rigueur, ils ne retiennent plus que vous ayez été un grand businessman ou un mauvais patron, etc. Ils reconnaissent, pour eux, vous faites partie du paysage, vous faites partie des modes. Donald Trump, c'est vraiment la grande success story, la première grande success story. Alors, ce n'est pas la seule explication de son élection, beaucoup de paramètres, mais c'est la première grande success story d'un dirigeant qui construit quasiment intégralement son succès sur l'attention qu'il génère et pas sur autre chose. Et ce qui est intéressant, c'est que ça, pour regarder d'autres dirigeants aujourd'hui, Elon Musk, par exemple, c'est un très bon cas d'école de captation de l'attention. Que ce soit avec Tesla, que ce soit avec SpaceX. Il met son capital attentionnel au service de ses sociétés et il utilise le capital attentionnel de ses sociétés à son service. Donc, il y a des modèles. Est-ce qu'on peut appeler ça des success stories? Je ne sais pas. Peut-être que Tesla va faire faillite. Il y a un envers du décor. Mais on voit aujourd'hui certains dirigeants qui ont compris que même en tant que dirigeant, il faut avoir un capital attentionnel et il faut le faire fructifier à bon et à mauvais escient, peu importe. Et je pense que maintenant, ça va se décliner dans toutes les fonctions en fait, de l'entreprise. Il va y avoir des fonctions qui vont savoir se créer un capital attentionnel. Alors, Christian parlait au tout début, quand il faisait son analyse historique, l'entreprise française d'il y a un siècle qui se focalisait sur gagner de l'argent. On en est encore là. Il y a certains services, dont les services, disons-le, économiques en entreprise, centre de coût égale pas l'attention du décideur. Le décideur qui s'intéresse souvent à ce qui est, comme disait Christian, à ce qui est en court terme, mais aussi qu'est-ce qui va rapporter de l'argent. On en est encore il y a un siècle. Et donc, si vous êtes assimilé à un centre de coût, souvent dans une entreprise,
Oui, le moment où vous allez attirer l'attention, c'est quand il faut faire des économies. Ça aussi, c'est un paradigme à changer. Parce que sinon, si vous ne savez pas capter l'attention autrement que parce que vous êtes un centre de coût, alors si vous arrivez à justifier les coûts que vous générez, c'est super. Mais n'empêche que vous partez quand même avec un sacré handicap. Hein. Et donc, quand les décideurs ont commencé à avoir des smartphones, des ordinateurs, des tablettes, des iPads, etc., on s'est dit, ouf, ça y est, il y a eu un basculement technologique qui est fait, et en fait, on est tous au même niveau maintenant. On a tous notre smartphone, notre tablette, on est tous connectés, donc le décideur va être facilement, on va dire, atteignable par ces fameuses bonnes informations. Eh bien, pas du tout. Aujourd'hui, les décideurs se comportent comme des adolescents de 15 ans et ils sont, par exemple, atteints par le fameux syndrome du FOMO, la peur de passer à côté de quelque chose. Et, Christian en parlait, ils en viennent à, tout comme un adolescent veut être sur Snapchat ou moi qui voudrais être sur Tinder à attirer les gens, etc., je ne suis attiré que par ce qu'on dit de moi, ce qu'on pense de moi, donc je ne suis attiré que par les réponses. Il y a des décideurs aujourd'hui qui veulent avoir un maximum d'informations appauvries, ils veulent ne surtout pas passer à côté de quelque chose. À la rigueur, peu importe les analyses poussées, peu importe la stratégie, ce qui les intéresse, c'est qu'est-ce qu'on pense de moi. En fait, ce mode de pensée, avoir peur de passer à côté de quelque chose et ce qu'on dirait de moi, qu'il se manifeste sous la forme d'une revue de presse en flux tendu, dont parlait Christian, ou que ça se manifeste comme nos adolescents, nous-mêmes qui scrollons nos écrans en permanence à se demander « Oh, il y a une notification, oh, quelqu'un vous a mis un commentaire, quelqu'un a mentionné votre nom ». C'est très puissant, ça, quand vous êtes sur Facebook et que ça s'affiche, ou sur LinkedIn, quelqu'un a mentionné votre nom. C'est impossible de résister quand on y pense. On est obligé de se ruer sur notre ordinateur ou sur notre smartphone. Quoi, quelqu'un a dit quelque chose sur moi, quelqu'un a mentionné mon nom. Ce qui a véritablement changé, c'est les données personnelles. C'est l'accès aux données personnelles. Alors, après, il y a des tétradonnées de données personnelles. À la rigueur, en soi, ce n'était pas forcément problématique. Aujourd'hui, maintenant, il y a des intelligences artificielles qui sont paramétrées pour brasser un maximum de données personnelles et donc faire des profils ciblés. C'est un peu ce qu'on a vu, c'est pas forcément de l'intelligence artificielle, mais le principe était là avec Cambridge Analytica, c'est-à-dire j'analyse massivement les données personnelles des gens pour leur mettre des informations ciblées pour modifier leur comportement. Donc oui, c'est aujourd'hui, les intelligences artificielles, elles ont besoin de données. Travailler une intelligence artificielle sans données, ça ne sert à rien. Or, quelle est la ressource aujourd'hui principale des GAFA? C'est les données personnelles. Donc aujourd'hui, l'enjeu, ça va être la rencontre effectivement entre des intelligences artificielles très puissantes et les détenteurs de données personnelles. Il y a des militants qui veulent faire payer ces grandes plateformes sur le fait qu'on leur doit mettre à disposition ces données et que ça serait, d'un point de vue éducationnel, assez positif qu'on soit rémunéré pour les données qu'on met à disposition, quitte à rémunérer la plateforme si elle nous rend des services.